Cette semaine, à l'émission, nous parlons d'un élément essentiel à la vie, l'eau. Je vous propose une petite visite au Musée de l'eau de Laval. Mais auparavant, une revue de l'actualité comme à chaque semaine. Madame, Monsieur, voici mise à jour à l'antenne de TVRL. Ici Marius Brisson, je désire vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle mise à jour. Un magazine de réflexion d'une trentaine de minutes au cours duquel nous examinons un sujet d'intérêt en vous présentant différents points de vue. Au menu aujourd'hui, on réfléchit sur le rapport irrespectueux que nous entretenons avec l'eau à travers la lorgnette du Musée de l'eau de Laval. Mais tout d'abord, je vous propose une revue de l'actualité locale et régionale en compagnie de notre collaborateur régulier à l'émission. Il s'agit de Ghislain Plourde, journaliste à l'Écho de Laval. Mon cher Ghislain, bonjour. Bonjour. Marius. Alors, nous commençons aujourd'hui par parler de la place Belle. La Ville a déposé des documents, une mise en demeure, etc. Faisons le point. Tout à fait. Donc, d'abord, la Ville de Laval a rendu public dans les derniers jours certains des documents relatifs à ce complexe multifonctionnel qui sera situé face au métro Montmorency, ce que l'on connaît sous le nom de Place Belle. Le nouveau site. Exactement. Parmi les documents rendus publics, les lettres patentes de la Cité de la culture et des sports de Laval, l'OBNL qui est chargé de la Place Belle, les lettres patentes, donc les documents de création de cet organisme. On y retrouve également l'entente de service avec Infrastructure Québec, la branche du gouvernement qui va chapeauter le projet, et également la convention de partenariat avec Evenco qui va gérer la portion privée de cette place Belle. Le maire de Laval, Alexandre Duplessis, avait annoncé son intention de dévoiler ces documents pour le Mouvement lavallois, l'un des partis d'opposition à l'administration Duplessis. Il a tenu parole? On croit que l'administration a dévoilé ces documents plus rapidement que prévu en raison de l'action en justice qui a été déposée par 3 des membres du mouvement lavallois. Une mise en demeure? Une mise en demeure faite par Emilio Migliosi, Marc Demers et David Decotis, enjoignant tous les partis impliqués dans le processus de la Place Belle, soit la Cité, la Ville de Laval et Evenco, de cesser toute démarche qui vise à finaliser l'entente entre les 3 parties. On a donné 10 jours à la Ville et aux autres parties pour répondre. Et si jamais on n'obtient pas, évidemment... satisfaction, on va entamer possiblement d'autres recours pour les 3 politiciens. Oui. On n'écarte aucun recours et ils pourraient même, eux, se joindre à ce litige qu'oppose actuellement Québecor à la Ville de Laval et à la Cité quant à la gestion de la Place Belle. Oui, tout à fait. Autre sujet. Nous allons quitter les 7 planètes, mon cher, pour parler de ce vol suborbital mettant en vedette notre DG, le DG du Cosmodome de Laval, n'est-ce pas? Oui, Sylvain Bélair, le directeur général du Cosmodome, va devenir, en janvier 2014, le premier touriste québécois. De l'espace. Le premier touriste commercial. OK, commercial. C'est la nuance. Effectivement. Bon, oui, dans l'histoire, il y a eu Guy Laliberté, il y en a eu d'autres aussi. Hein? On va dire un touriste pas nécessairement commercial, puisqu'on demeure dans la très haute atmosphère, un avion-fusée qui amènera M. Bélair à 61 km dans l'atmosphère. Ça, c'est haut, ça. C'est assez haut, Le fameux Baumgartner qui avait fait le saut dans l'espace, c'était à 39 km. Donc, c'est double quasiment. Une vingtaine de kilomètres un peu plus élevé. Donc, l'avion-fusée a le même principe qu'un avion régulier, c'est-à-dire qu'il va décoller et va prendre ensuite une direction verticale avec une puissance quand même impressionnante. Et M. Bélair et le conducteur ou le pilote de l'avion-fusée vont demeurer en apesanteur durant 3 à 5 minutes avant de regagner la Terre avec seulement comme puissance la force gravitationnelle qui vont les C'est prévu ramener. pour quand, ça? Janvier 2014. Un vol d'une durée d'environ 3 quarts d'heure, donc 45 minutes. Ce n'est pas donné à toutes les bourses pour l'instant. Combien, s'il vous plaît? On parle d'environ 95 000 $ américains, mais c'est un rêve de jeunesse pour M. Bélair qui a toujours voulu explorer l'espace ou la très haute atmosphère. On va lui souhaiter évidemment bon voyage, mais à long terme, l'agence de voyage de Montréal Unique Tour, qui est responsable de ce volet, entend développer justement cet aspect commercial et on espère pouvoir, d'ici 20 ou
30 ans, l'offrir à une plus grande masse. Un prix plus raisonnable. Ah, tout à fait. Et on pourra évidemment sauver beaucoup de temps en termes de voyage. Par exemple, un voyage Australie-Amérique du Nord pourrait prendre jusqu'à 90 minutes seulement. Imaginez. Au lieu de 20 heures. 21 heures. Parfait. L'avantage est là. Tout à fait. Mais ça va coûter un bon billet d'avion. Merci beaucoup, Ghislain. On peut avoir les détails sur le journal, site web. Tout à fait. L'Écho de Laval distribué tous les mercredis. L'échodelaval.ca pour des infos fraîches tous les jours. Et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Merci, Ghislain. Bonne semaine. Bonne semaine à vous. Au revoir. Cette portion de l'émission Mise à jour à l'antenne de TVRL vous est présentée en collaboration avec l'Écho de Laval. Cette semaine à l'émission, nous avons décidé de braquer nos projecteurs sur une ressource essentielle à la vie, l'eau, que nous avons en énorme quantité, j'oserais dire en abondance, mais que, hélas, nous gaspillons. Alors, quelle sorte de rapport entretenons-nous avec l'eau? Les Lavallois, comme les Canadiens, sont les plus grands consommateurs au monde d'eau potable. Imaginez, 300 litres par jour. Alors, sachez que 93 % de toute cette eau potable consommée est engloutie dans les usages domestiques. Alors, je vous propose une petite incursion à l'intérieur du Musée de l'eau de Laval, le seul musée du genre au Canada. Alors, une petite visite du Centre d'interprétation de l'eau de Laval. Alors, mes deux invités, c'est très simple. M. Olivier Lalonde, qui est le directeur des opérations du CIO, donc le Centre d'interprétation de l'eau de Laval. Mais tout d'abord, nous accueillons M. André Perrault. M. Perrault, qui en est le président, fondateur, l'âme de ce musée de l'eau. M. Perrault, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Brisson. Toujours un grand plaisir. Juste avant d'aborder la question de l'eau à proprement parler, parce que je dirais que vous avez baigné dans l'eau pendant toute votre carrière, j'oserais dire votre vie. J'y ai nagé. Vous y avez nagé, vous y avez trempé plus que votre gros orteil. Vous êtes ingénieur de formation, vous avez été directeur des travaux publics et de l'environnement de la ville de Laval pendant de nombreuses années. Vous avez présidé à la création de nos usines d'épuration ici, on vous en félicite d'ailleurs. Et là, vous êtes le président fondateur de un peu votre bébé, hein, le musée de l'eau de Laval. Je pense que oui. Avec une équipe, avec des gens qui m'ont supporté, qui me supportent encore, mais effectivement, j'ai été peut-être... Vous y avez toujours cru. La bougie d'allumage. Vous y avez toujours cru à l'eau. Vous avez toujours, d'ailleurs, trempé dans l'eau, là, passez-moi le terme. Mais en fait, c'est le fait de travailler là-dedans, le fait d'être responsable, de fournir une quantité, une qualité d'eau à toute une population, etc., nous met très responsables, nous place dans le secteur où on ne peut pas oublier notre responsabilité et on s'aperçoit qu'il y a toujours quelque chose à faire et quelque chose de plus à faire. Ouais. Et c'est qu'à la retraite, avec d'autres, on a décidé d'en faire un peu plus, de faire un peu ce qu'on n'avait pas pu faire lorsqu'on travaillait. Vous étiez en fonction. Parce que l'eau a besoin d'aide. L'eau a besoin d'aide. Et les citoyens ont besoin d'aide aussi. Et les citoyens d'eau ont besoin d'eau aussi. Ont besoin d'eau, les citoyens. Mais dites-moi une chose. Votre projet du Musée de l'eau, ce qu'on appelle aujourd'hui le Centre d'interprétation de l'eau de Laval, le CIO, votre projet a mis 7 ans en gestation avant de voir le jour. On parle de 10 000 heures de bénévolat. Ça faisait longtemps que vous y pensiez. Vous y pensiez même quand vous étiez responsable des usines d'épuration? Ça a commencé, évidemment, lorsque j'étais aussi en fonction. Mais comme on n'avait pas le temps et le loisir de s'en occuper, j'avais, avec des collaborateurs, déjà semé l'idée de dire que finalement, on serait capable de faire plus. Et à Laval, qui est une île entourée d'eau, des rivières, des mille-îles, des prairies, on est dans la région de Montréal. On en a en abondance. On a dit, finalement, c'est l'endroit, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose de plus, être capable d'ouvrir un centre, d'ouvrir un local, un musée, où les gens peuvent venir d'une façon tout à fait intéressante, d'une façon récréative, je dirais, s'informer, voir des choses, évidemment, parler de l'eau. Donc, vous avez pris votre retraite en 2000. Et là, les choses vont se bousculer. Là. En 2002, les lettres patentes du musée sont obtenues. Ensuite, 2008, c'est l'inauguration officielle. Le bébé naît enfin. On a une place. C'est dans l'usine d'épuration de Sainte-Rose que c'est situé? C'est dans la station d'eau potable de Sainte-Rose. Bon. C'est un local particulier, un local à part. Complètement séparé des opérations de la station. Et finalement, on est des locataires, si vous voulez, de la station. Et là, les gens qui ont travaillé avec vous, qui ont réfléchi avec vous à l'eau, à la sauvegarde de l'eau, à la protection de l'eau,
devez être content en ciel lorsque ça a été inauguré en 2008. Là, vous deviez être fier de votre coup. Oui, on était content. On était content, effectivement, parce qu'on a eu, finalement, aussi, on a eu des appuis. On a eu beaucoup d'appuis. Oui. Et je dirais des appuis presque spontanés, je dirais. Oui. On a semé l'idée, on a monté un projet. On commence lentement à monter un projet. On a essayé de monter un projet très, très respectable, si vous voulez. Oui. On voulait que ce soit bien fait. C'est pour ça que ça a pris peut-être un peu plus de temps. Et lorsqu'on a rencontré des personnes responsables, que ce soit au niveau de la ville de Laval, La commission scolaire. la commission scolaire, on a toujours eu... La conférence régionale des élus. On a toujours eu beaucoup d'appui. Oui. Un appui, finalement, là... Oui, indéfectible. Indéfectible. Et vous avez été chercher des partenaires du privé en plus, parce que c'est beau les projets, mais il faut qu'ils survivent. La pérennité, il faut de l'argent. Et je vous dirais qu'on a presque commencé par aller chercher de l'argent du privé. Avant. OK. Parce que... C'était votre gage. Connaissant aussi le domaine public, Oui. je sais que le domaine public sont très sollicités. Oui. Les gens, lorsqu'ils ont un problème, se réfèrent souvent, le gouvernement va s'en occuper. La vache à lait. Le gouvernement va faire ci, le gouvernement va faire ça. On savait un peu que finalement, le gouvernement ne peut pas tout faire, ne peut pas tout faire seul. Alors, on a dit, écoute, pour montrer le sérieux du projet, pour montrer les appuis, on a commencé par solliciter, par rencontrer des gens de l'entreprise privée qui ont bien répondu aussi. Et on s'était donné un objectif. Et vous les avez atteints? Vous l'avez atteint, cet objectif? On les a atteints. Et après, on est allé cogner aux portes de l'hôtel de ville. Donc, on pouvait pas... Vous leur avez fait une proposition qu'on ne pouvait pas refuser, finalement. Effectivement. Je crois qu'à ce moment-là, ils ont compris que le projet était sérieux. Regardez, les entreprises, je les ai ici, on va les nommer rapidement, parce que, bon, il faut leur donner crédit aussi. Hanson, on parle de Degremont, Cimaplus, Geneva, Xlem, Desso, Texult, Aecom, John Meunier, Gaz Métro, ce sont vos partenaires actuels. Ça, c'est les partenaires du début. Oui. Puis la plupart qui sont encore assez près de nous. D'accord. Et nous appuient. Et finalement, c'est une belle carte de visite. Une fois qu'on a fait une fleur à nos partenaires, là, est-ce qu'on revient à la vocation du musée? Pourquoi, M. Perrault, pourquoi un musée de l'eau à Laval? Pourquoi? Bien, pourquoi? C'est pour être capable là, de donner aux gens la chance, je dirais, l'opportunité de mieux s'informer, de participer, je dirais aussi, à certaines Les gens sont négligents par rapport à l'eau? Participer. Bien, écoutez, l'eau, elle est assez abondante, il faut le dire. Tout le monde a été élevé ici au Québec et il y en a de l'eau. De l'eau. Maintenant, l'eau, on n'a pas été habitué, par exemple, d'y faire attention. D'en prendre soin. Donc, on a pollué plutôt les rivières qui nous entourent. Surtout les rivières du sud du Québec. Alors, on les a plus polluées. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut revenir à une autre attitude. Donc, le message que vous envoyez, c'est attention à la pollution, attention quand vous sortez en forêt, quand vous en excursion, attention à l'eau naturelle, nos lacs, nos étangs d'eau. Et surtout, faites attention, et je pense que toute la société pourrait récupérer, par exemple, de l'eau. Les rivières beaucoup plus, d'une façon de se servir aussi d'autres usages des rivières. Bien, donnez-nous quelques trucs, là. Donnez-nous quelques trucs, là, pour économiser l'eau, pour faire attention, pour respecter, avoir un rapport de plus grand respect vis-à-vis de l'eau. Écoutez, c'est des gestes simples. De tous les jours, hein? De tous les jours. Oui. Je pense que ça commence, on va dire, à la petite école. Ça commence lorsque les gens sont jeunes, mais toute la famille peut y participer. D'économiser l'eau à la maison, ça fait aussi... Il y a une économie d'eau. Absolument. Il y a une économie aussi. D'abord, la consommation du robinet. La consommation de l'eau du robinet. Vous avez insisté beaucoup là-dessus. C'est très important. C'est très important. Et ça permet aussi de sensibiliser les gens et ça s'enchaîne. L'importance de l'eau. Les chasses d'eau à double niveau, le baril récupérateur, boire l'eau du robinet. Mon Dieu, comment vous avez insisté là-dessus, vous, en disant que ça coûte 1000 fois plus cher d'acheter des bouteilles et 2000 fois plus d'impact négatif vis-à-vis de l'environnement que d'avoir sa petite bouteille d'eau. Où on insiste beaucoup, c'est que l'eau du robinet, elle est aussi bonne que l'eau embouteillée. Vous diriez que vraiment, à Laval, on a une bonne eau, là. Au robinet, c'est aussi bon que tout ce qui est en bouteille. Laval. La plupart des villes, finalement, sont de mieux en mieux équipées, sont bien installées. Et l'eau du robinet qui nous entoure, elle est de bonne qualité. Maintenant, les gens, pour toutes sortes de raisons, achètent. Parfois, ça peut être commode, de l'eau embouteillée. Mais ça, c'est finalement contre-productif. C'est un peu contre nature. Parce que, finalement, d'abord, ils payent beaucoup plus cher.
Ils ont des milliers, des milliards de bouteilles en plastique, à disposer. Oui. J'ai vu un chiffre encore récemment. Au Québec, il se vend près de 1 milliard par année de bouteilles d'eau en plastique. Ah, si. 1 milliard. Dans le monde, il s'en vendrait environ 250 milliards de bouteilles d'eau en plastique. Alors que ce que vous suggérez, M. Perrault, c'est d'avoir finalement sa petite bouteille qu'on garde toujours, non pas la petite bouteille en plastique qu'on vend dans les supermarchés, mais un récipient maintenant pour les sportifs réutilisable, tout simplement, et qu'on remplit avec l'eau du robinet. Ça, pour vous, c'est la meilleure solution. Alors, le grand message, vous diriez que les gens qui entrent au musée de l'eau, à votre centre d'interprétation de l'eau, en ressortent changés? Je crois que oui. Oui. Les gens, la plupart du temps, d'ailleurs, les gens qui viennent, on n'est pas très connus. Grâce à vous, on va l'être beaucoup plus. Mais lorsque les gens viennent, ils sont surpris d'abord de voir la qualité de la présentation. Ouais. Ils sont surpris de voir les messages qu'ils en retirent. Et souvent, lorsqu'ils ressortent, beaucoup nous disent « Mais à l'avenir, je ne ferai plus ça de la même façon. À l'avenir, je vais faire attention. À l'avenir, je n'achèterai pas d'eau en bouteille. » Alors ça, c'est courant. Ça veut dire qu'il y a une grande sensibilisation là, auprès de la population sur l'eau, cette ressource naturelle que nous avons, dont il faut prendre soin. Absolument. Et j'aimerais ajouter peut-être aussi, quand on parle du centre, qu'il y a beaucoup de bénévolat, vous l'avez mentionné tantôt. Et il y a des gens qui peuvent même venir nous aider. On a des donateurs. Il y a des personnes qui donnent du temps et de l'argent aussi. Qui donnent un peu d'argent, oui. Et on a des membres à vie. Est-ce qu'il y a une adresse, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'on peut donner? Allons-y comme ça, vous le savez par cœur? Bien, j'ai le numéro de téléphone, au moins, si vous voulez. D'abord, c'est le CIO. Ça, c'est facile. CIO.qc.ca, il y a le site. Oui. Et le numéro de téléphone, c'est 450-963-6463. Ben voilà. Et on peut nous rejoindre Monsieur Perrault, sans difficulté. En tout cas, au nom de toute l'équipe, je vous dirais félicitations pour cette belle initiative. Le musée de l'eau, il est là, il est à Laval, il est tout près de nous, donc on invite les gens à le visiter. Je vous remercie beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne. Merci, et bon succès avec votre musée de l'eau. Nous allons faire une petite pause, Madame, Monsieur, après cette rencontre avec André Perrault, le président fondateur du Centre d'interprétation de l'eau. Nous accueillons maintenant le directeur des opérations, Olivier Lalonde. À tout de suite pour la suite de Mise à jour. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre notre réflexion sur la relation trouble que nous avons avec l'eau par le truchement d'une petite visite que je vous propose au Centre d'interprétation de l'eau de Laval. C'est notre musée de l'eau à nous, ici à Laval. Il faut savoir que 93 % de toute l'eau consommée est engloutie dans les usages domestiques, donc la cuvette, l'arrosage, l'entretien, etc., etc. Et seulement 3 % servent à boire l'eau du robinet, seulement 3 % de l'eau potable est consommée comme boisson et pour laver, par exemple, les aliments de la maison. Donc, quel genre de rapport entretenons-nous avec l'eau? C'est la raison pour laquelle nous avons invité notre deuxième invité, qui est directeur des opérations au Musée de l'eau de Laval. Il s'agit de Olivier Lalonde. Olivier, bienvenue à l'émission. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci. C'est vrai que, juste avant d'aller dans le vif du sujet, parlons un petit peu de votre formation. Vous avez une formation en géographie environnementale. Oui, un fier géographe de l'Université de Montréal, bac maîtrise. Mais en fait, géographie, le domaine particulier de ça, c'est très pluridisciplinaire. On touche à beaucoup. C'est environnement entre l'homme et la nature. Ça peut être la nature humaine, développement des régions, des trucs comme ça, ou nature physique, donc l'étude des sols, de l'eau, etc. Ce qui fait que dans un endroit comme le Centre d'interprétation de l'eau, j'apporte un grand côté vulgarisation. Je suis capable de discuter, de rencontrer des experts du traitement de l'eau, de la chimie, de la microbiologie, et ensuite de trouver une façon intéressante de vulgariser, donc de transmettre ça au grand public qui ne travaille pas dans ces domaines-là. Tout le monde ne peut pas tout savoir. Et au Centre d'interprétation de l'eau, on parle de choses concrètes qui nous touchent dans la vie quotidienne, mais qu'on ne connaît pas très bien, particulièrement l'eau potable, vous l'évoquez. 10 000 personnes qui ont visité jusqu'à présent le musée de l'eau à Laval, c'est formidable, on vous félicite, c'est déjà un succès. Alors, commençons notre visite par l'exposition qui est fort impressionnante. Les gens ne peuvent pas soupçonner à la maison la qualité de votre exposition, tant il y a si longtemps qu'ils n'ont pas mis les pieds au CIO. Exactement. Le Centre d'interprétation de l'eau, vous l'avez dit plus tôt avec M. Perrault, est dans la station d'eau potable de Laval. Bon, une station d'eau potable, c'est une usine dans l'eau de la rivière et qui l'envoie chez vous. On parle des tuyaux, c'est très, très béton, c'est très carré.
Nous, on se trouve à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est que notre exposition est très vivante, très colorée. Les enfants, il y avait une famille récemment qui venait avec un enfant de 4 ans. Ils sont rentrés en disant « Ouf, 4 ans, il est jeune, il lit pas, bon, il comprend pas trop. » 1h30 ou 2 heures plus tard, ce qui était déjà très long, ils sont ressortis et la petite fille de 4 ans ne voulait pas partir. Elle avait du plaisir parce que les couleurs l'émerveillaient. Les parents ont eu le temps de lire, de toucher. L'aspect ludique aussi. L'aspect ludique, c'est très interactif, c'est très question-réponse. On voit beaucoup de choses, on traite beaucoup de sujets. Puis en étant dans la station de traitement de l'eau potable, on a des fenêtres où on voit les réelles installations. Donc, les gens, non seulement, c'est une sorte, comme vous l'évoquez souvent, un musée, un centre d'interprétation, donc quelque chose à vivre, là, pas seulement des pièces de collection observées, sont là, c'est intéressant, mais il y a beaucoup plus. Il y a des fenêtres dans la station, vous voyez l'eau en temps réel, qu'est-ce qui se passe à la station actuellement. Ça prend combien de temps faire le tour de l'exposition? Si vous voulez tout lire, tout voir, tout, vous pouvez en avoir pour une demi-journée, là, un 3 heures, 3 heures et demie, mais personne ne lit jamais tout, touche à tout, écoute toutes les vidéos, etc. Je vous dirais la moyenne, les gens viennent en 1h15, 1h30. Ceux qui sont très, très intéressés, comme j'en parlais tantôt, jusqu'à 2 heures. Il y en a qui sortent après 1 heure, 45 minutes, 1 heure, qui sont très contents, qui ont compris le message, sont allés au point qui les intéressait le plus. Et ça crée un choc, l'exposition, parce que les gens qui entrent en sortent, je dirais, transformés. Je l'évoquais tout à l'heure avec M. Perrault, je l'ai visité moi-même. Mais il y a un changement notable chez les gens. Bien, on le voit, nous, en travaillant là, on le voit sur le visage des gens. Les gens rentrent avec un visage un peu... Bon, on vient, on a vu ça, on sait pas trop, on vient voir c'est quoi et tout ça. Ils vont visiter. Il y a certaines personnes qui rentrent, on a l'impression qu'ils rentrent à reculons, puis on leur dit, regardez, c'est 45 minutes, 1h30, ils sont encore là. Puis là, ils se rendent compte dans l'exposition, comme je disais, je parlais de la couleur, je parlais du vivant. Là, il y a beaucoup à apprendre, puis c'est accessible. Les niveaux de langage, c'est pas une exposition techno-scientifique réservée aux ingénieurs, aux experts ici. L'ingénieur qui vient, on a l'information technique qui va l'intéresser. Mais la personne, la prof au primaire, qui n'a aucune connaissance en traitement de l'eau, ce qui est tout à fait correct, va rester longtemps, va être intéressé parce qu'on a un niveau de langage pour ça. Le jeune de 9 ans, on a des jeux, on a des rallyes, on a des expériences pour lui. Pour les parents, pour les enfants aussi. Pour les familles. Et vous jouez un rôle pédagogique aussi avec votre laboratoire. Oui, pour les écoles, spécialement pour les écoles aussi? Essentiellement, dans le cas des événements spéciaux, comme prochainement à la semaine de relâche, on ouvre le labo famille. Ça, c'est assez exceptionnel dans l'année, mais généralement, le labo, qui est vraiment un local aménagé à côté de l'exposition. Avec son professeur hydraulique. Son prof hydraulique, c'est les experts, etc., a été conçu pour les groupes scolaires. En ce moment, on a une grosse activité au 3e cycle du primaire, début secondaire, où les jeunes viennent produire de l'eau potable eux-mêmes. Donc vraiment, ils ont chacun leur poste, produisent de l'eau potable. C'est vraiment très, très intéressant pour les profs, pour les élèves. Les commentaires sont incroyables, là. Moi, je suis très perfectionniste. J'espère avoir des mauvais commentaires pour améliorer, corriger le tir, etc. On n'en a à peu près jamais. Donc l'exposition générale pour tout le monde. Le labo spécialisé en fait un petit peu plus. Donc, on fait faire l'expérience concrète. On prend de l'eau impure qu'on transforme en eau potable. Oui, c'est assez... On s'en sert à d'autres sources aussi. Ça frappe l'imaginaire aussi, ça. Pour les jeunes, c'est très visuel. L'eau de la rivière est brunâtre, il y a des feuilles, il y a toutes sortes de trucs dedans. Quand ils finissent 2h15, 2h30 plus tard, ils ont de l'eau aussi belle que l'eau qu'il y a dans notre verre ici. Il y a toujours toutes sortes de tests à faire là, pour vérifier, parce que c'est très, très sévère au Québec. Mais visuellement, la différence est flagrante, puis c'est eux qui l'ont fait. Donc, ils apprennent beaucoup plus à ce niveau-là. Donc, l'exposition, le labo et une salle aussi. Une salle de multimédia. On appelle multimédia, en fait, parce qu'elle peut servir à multi-usages, salle de conférence, salle de réunion. On a eu des cocktails de jusqu'à 60, 90, jusqu'à 100 personnes qui se réunissaient ici, des compagnies qui louaient la salle pour présenter des produits à leurs clients. On a bientôt Journée mondiale de l'eau, Journée de la Terre, on organise des conférences, des projections de films inédits à Laval, par exemple. Il y a plein d'activités aussi, il y a plein d'activités. Plein de choses. Un rallye des rivières. Le rallye des rivières. Là, on est sorti de nos murs. Donc, depuis l'été passé, ça fait pas un an. Le vrai premier été s'en vient cet été. Les bornes sont dehors, sont installées. Il y a 13 bornes le long de la rivière des Mille-Îles, sur les 2 rives, à Laval et sur la rive nord. On a un carnet du randonneur, j'en ai apporté une copie ici qui ressemble à ça, qui est rempli d'informations intéressantes en disant aux gens, rendez-vous à ce point-là. Que les gens gardent. Que les gens gardent. Okay. Je regarde les gens viennent le chercher au CIO. Ensuite, ils le gardent avec eux, peuvent nous le rapporter, corriger leurs réponses, etc. Et si on fait le tour du rallye, peuvent apparaître sur ce qu'on appelle le mur des gardiens. Donc, c'est un mur, une plaquette, avoir leur nom, un peu comme sur un trophée, mais c'est gigantesque, sur le mur près de l'entrée du CIO. L'objectif du rallye, c'est de dire aux gens, on vous dit d'économiser l'eau, on va vous apprendre pourquoi. Allez voir la rivière, allez sur ces rives. Il y a plein de lieux à Laval et sur la rive nord
que même les résidents qui habitent proches, il y en a à part qui habitent ignoraient. Donc, les gens qui sont dans l'ouest de l'île ne connaissent pas les beaux coins dans l'est, etc. C'est en permanent. Les bornes sont permanentes. Donc, ça commence quand? Pas toute l'année, quand même. Les gens pourraient y aller l'hiver. C'est sûr qu'il y a des sentiers, que c'est moins intéressant l'hiver à cause de la neige et tout. Oui. C'est essentiellement 3 saisons, je dirais, printemps, été, automne. Au printemps, les niveaux d'eau sont très hauts. Donc là, c'est intéressant. Il y a des marécages où on voit des poissons. Quand on y retourne en septembre, il n'y a plus d'eau. Donc, des choses comme ça qu'on peut voir. Puis les gens, souvent, c'est des trucs qui sont un peu en dehors de la route. Donc, quand on passe sur Grande-Côte au nord ou sur Sainte-Rose ici au sud, on le voit pas. Il faut rentrer dans les rues et les gens font pas le détour. Donc, vous avez commencé à sortir du musée de l'eau, là. Oui. Vous êtes à l'extérieur. Exactement. On s'est dit aux gens... on a une rivière à proximité. On a un partenaire au Parc Évan-Émile qui envoie les gens sur la rivière en kayak, en canot. Nous, on s'est dit, ceux qui vont pas sur l'eau, il faut les amener sur le bord de la rivière quand même. Il faut leur apprendre. Il y a plusieurs thèmes. 13 bornes, 13 thèmes. Donc, eau potable, eau usée, mais aussi l'histoire de l'eau, le patrimoine, etc. Et là, les gens réalisent aussi que la pollution, ça a un impact direct sur nous. Bien, ils le voient, ils le sentent. Donc après, s'ils visitent le CIO avant ou après, au moins, quand ils visitent après ou qu'ils se font entendre des messages par... On a beaucoup d'organismes là, au Québec qui parlent de ça. Ils comprennent mieux grâce à ce projet-là. Et c'est pas un cours, le Rallye des rivières. C'est une activité, c'est une sortie plein air, c'est un rallye. Des gens vont monter à Mont-Tremblant, vont aller à Québec, vont aller loin pour faire le rallye sur le bord de d'autres rivières ou dans un boisé. Donc, on donnerait rendez-vous aux gens à quel moment là, pour ce rallye? Début du printemps, quoi? Au début du printemps, partir quand la neige est fondue, c'est un peu moins boiteux parce qu'il y a des sentiers boisés. Pour le commun des mortels, comme je vous dis, ça se fait actuellement l'hiver, il n'y a pas de problème, mais essentiellement l'été. Venez au CIO, venez chercher votre carnet du randonneur. Le CIO, c'est le point 1. Ensuite, vous allez dans le sens que vous voulez. Vous pouvez le faire en 3 jours si vous voulez, 3 fins de semaine. C'est vraiment intéressant. Le Musée de l'eau est en nomination pour le prix Reconnaissance, donc en 2013, cette année, donc pour les galas Dynamis. On vous félicite. Quel est le message qu'on doit retenir du musée? C'est quoi le message qu'on envoie à la population? Le Centre d'interprétation de l'eau veut faire réaliser aux gens que on a pris pour acquis la facilité, l'accès à l'eau potable qui coule. L'abondance. L'abondance. C'est facile, on se lève la nuit, on ouvre le robinet, ça coule. Ce n'est pas facile. C'est pas magique, c'est pas gratuit. On n'a plus besoin de pomper votre eau, d'aller la chercher, mais il y a tout un travail derrière ça. Il y a des gens qui travaillent jour et nuit. Quand on fête à Noël, je dis souvent exemple aux enfants pour l'imagination, quand vous fêtez en famille à Noël, vous prenez un verre d'eau, l'eau est parfaite parce qu'il y a quelqu'un qui travaille au même moment, à la même heure, à la station, qui la surveille en permanence. Et toute cette coulisse-là, tout cet arrière-là, on ne travaille pas là-dedans en général, les gens, on ne le connaît pas. En découvrant ça, ça nous fait réaliser une sensibilisation. Une sensibilisation très importante de quelque chose qui nous touche au quotidien, qui est concrètement dans la vie de tous les jours. On est appelé, après avoir été CIO, à économiser parce qu'on comprend pourquoi il faut économiser. Oui, donc, exactement. Ça ajoute un arrière, un socle, si on veut, à notre idée d'économie d'eau. Et on comprend aussi pourquoi, par exemple, au CIO, on parle des stations d'épuration qui nettoient les eaux des égouts, qu'à un moment donné, ça peut déborder. Donc, il ne faut pas flusher la toilette pour rien, il ne faut pas laisser couler l'eau pour rien, parce que ça fait plus d'eau aux égouts, toutes sortes de trucs comme ça. Vos meilleurs ambassadeurs, ce sont tous les gens qui ont visité le musée. On les invite d'ailleurs à le faire. Olivier Lalonde, directeur des opérations du musée. Plusieurs fois. Merci beaucoup de votre passage à l'émission Mise à jour. Et bon succès, bonne saison avec le Centre d'interprétation de l'eau. Nous faisons une pause, madame, monsieur, et nous revenons avec la conclusion de Mise à jour. Alors voilà pour cette plus récente mise à jour présentée en première diffusion à l'antenne de TVRL, la télévision régionale de Laval, Canal 9, le canal de Ma TV. Donc présentée en première diffusion tous les mercredis, notez l'heure à 19h. Pour les rediffusions, je vous invite à nous appeler, consulter les journaux locaux ou encore visiter notre site web. Et si vous voulez revoir l'émission via votre ordinateur, c'est très simple. Vous vous rendez dans la section Web Télé, vous cliquez sur MAJ pour mise à jour. Alors voilà, ici Marius Brisson. Au nom de toute l'équipe de TVRL, bonne semaine.